Et ils sont critiquables, donc critiqués. Hein, voilà, comme raciste, tiens, sale bête. C'était le fantôme de Jean Robin. The fastest 8 men for this final, the men's 50 metres backstroke. To force his way into those medal placings, and it was another great leap. 0.64 of a second, Daniel Diaz. Avec le Français Laurent Thirionnet. Thirionnet crédité ce matin de 3 minutes 52 955. Oui, alors je m'attendais à me faire évidemment massacrer quand j'ai dit que j'avais pas envie de voir en prime time à la télé les Jeux Olympiques en e-sport, que ça pour moi c'était un peu frix, le lancer de nain, que je trouvais ça laid à regarder et que c'était pas du tout valorisant pour les handicapés, que c'était de l'arnaque, parce que ça cachait la misère handicapée au quotidien, qu'on coupe dans les budgets pour les handicapés au niveau de la Sécu, etc. Et que finalement, comme je le disais, quand on a perdu ses jambes, on peut d'un seul coup essayer d'être performant dans des domaines où on peut briller plus qu'un valide, qui sont les échecs, la poésie, les mathématiques, l'histoire, se cultiver, plutôt que de vouloir à tout prix courir en fauteuil roulant. Je trouvais qu'il y avait un côté dérisoire. Bon, pour ça, je m'attendais bien à me faire cracher à la gueule, évidemment. Et surtout à être mal compris, comme toujours, en pensant que j'attaquais les handicapés, alors que j'attaquais un spectacle qui fait l'apologie finalement du struggle for life et de la compétition libérale, à laquelle on veut réduire et ramener les handicapés physiques. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas de jambes que tu dois pas courir, c'est pas parce que t'as pas de jambes que tu dois pas bosser comme les autres, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'était une mise au pas, avec en plus ce côté larmoyant, communautarisme victimaire, etc., qui se généralise et on sait d'où il vient. Donc je m'attendais à être mal compris. Et évidemment, j'ai été mal compris. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont bien réagi, parmi les handicapés, hein, je veux dire, et des gens qui ont mal réagi. Alors les gens qui ont mal réagi, c'est toujours exactement comme les autres, là, c'est de l'injure et de la menace. Il n'y a jamais de réflexion. C'est espèce de salaud, tu vas voir, je te roulerai dessus avec mon fauteuil roulant, si je peux, je t'assommerai avec mes béquilles, je te rentrerai mes béquilles dans le cul. Enfin, on est dans la haine et jamais le raisonnement, vous voyez, le cerveau reptilien. Exactement comme, vous voyez, quand les juifs hystériques me menacent, m'insultent, etc. Mais en général, ils me disent on va te crever, salope. Ils ont toujours menace de t'assassiner. Hein. Tu dis quelque chose, tu essaies d'expliquer une vision avec un raisonnement, en prétendant que c'est moral au bout, finalement, et généreux. Et le type comprend rien, et il te dit je vais te crever, salope. Et en pensant qu'il est légitime de te menacer d'assassinat. C'est assez drôle. On a vraiment là cette espèce de modèle du communautarisme victimaire haineux, dont on sait quelle est la matrice, qui est d'abord ce communautarisme victimaire haineux du juif insupportable, qui s'est transporté chez le gay et le féministe, et qui donne Caroline Fourest, et pas Renaud Camus d'ailleurs, il n'est pas là-dedans, on peut déjà lui concéder ça. Et puis maintenant, on a aussi le lobby handicapé, la communauté handicapée. Et alors les gens qui m'insultent en général, c'est les mecs qui animent des associations ou des blogs, c'est-à-dire qu'ils sont sur un petit fromage communautaire, la rente du fauteuil roulant, et ils parlent au nom des autres. Ils n'ont jamais été mandatés, mais ils parlent au nom des autres, et alors ils disent Soral, machin, etc. Et puis par ailleurs, je reçois des réactions intelligentes d'handicapés à ce que j'ai dit, qui ont écouté ce que j'ai dit, qui était complexe, un peu fin, malgré la forme un peu provocatrice, comme toujours tout ce que je fais, forme assez brutale et provocatrice, mais fond bien plus subtil que finalement le baratin sophistiqué en apparence d'un Emmanuel Todd, ou de tous ces intellectuels, ou de Monsieur Cyrulnik qui a eu une idée dans sa vie, enfin voilà, où c'est toujours l'indigence du fond cachée par la forme. Moi, c'est la grande profondeur du fond, la grande complexité du fond, cachée par une forme un peu virulente, un peu punk. Mais voilà, les gens n'ont pas l'habitude, mais pourtant ça renvoie à des choses qui ont souvent existé. Hein, voilà. Donc je vais lire les critiques intelligentes des handicapés qui m'ont écrit. Alors il y a un certain Nicolas Rouey qui me dit « Je suis paraplégique depuis 1 an suite à un accident de moto et je tenais à vous dire bravo et merci pour votre prise de position sur les Jeux paralympiques dans votre vidéo d'octobre. Je suis entièrement sur votre ligne. J'utilise le temps qui me reste, vu mon état de santé précaire, pour me cultiver et accumuler des connaissances et des savoirs, d'ailleurs à une vitesse bien plus grande qu'auparavant. » C'est-à-dire qu'il nous dit que depuis finalement qu'il est invalide, son travail intellectuel a été décuplé, ce qui est une évidence, le principe de la compensation. Et ça, c'est malheureusement la seule chose à laquelle je puisse me raccrocher, mais c'est vraiment un plaisir de découvrir et d'entendre ça. Ce qui veut bien dire effectivement que quand vous avez perdu vos jambes, il y a des transferts qui s'opèrent qui fait que d'un seul coup vous pouvez
devenir un musicien ou un intellectuel, enfin je veux dire quelqu'un qui s'intéresse à les choses de l'esprit. De vous dire c'est pas parce que t'as plus tes jambes que tu peux courir, quelque part, c'est maintenir finalement un ancien abruti dans son abrutissement, alors que finalement son handicap aurait pu être le moyen du salut. Ou là il aurait pu le comprendre quelque part comme une chance dans son malheur. Vous voyez ? Voilà, et ce type me dit ça. Depuis qu'il a perdu ses jambes, il a pu s'ouvrir à d'autres choses. Et que quelque part, c'est un peu comme quand Abélard s'est fait couper les couilles. Il remercie finalement celui qui lui a coupé les couilles parce qu'échappant à la sexualité, il peut enfin aller vers Dieu sans plus aucune entrave. Pour ceux qui s'intéressent, la correspondance d'Héloïse et Abélard, c'est un autre sujet, mais c'est très intéressant de lire les lettres d'Abélard là-dessus. Sur la chance dans le malheur, vous voyez, et de dire quelque part, Dieu m'a sauvé en me punissant. Voilà. Hein, voilà. Il y a la lettre d'une certaine Fanette, qui m'écrit aussi, donc là c'est une femme. Personnellement, je suis handicapé et je n'aime pas non plus les Jeux paralympiques. D'abord et avant tout parce que, comme l'a dit Alain Soral, tout ça n'est qu'un leurre pour cacher la réalité des handicapés. Sans le soutien financier de l'entourage, les aides de l'État ne suffisent pas pour vivre dignement. Quand je pense que dans le film Intouchable, on voit un handicapé millionnaire qui a 3 personnes qui travaillent pour lui 24 heures sur 24, on se fout vraiment de la gueule du monde. Ça n'est aucunement représentatif de la situation dans laquelle sont les handicapés. Ce dont les handicapés ont besoin, c'est de la protection sociale qui leur est due parce qu'ils font partie des plus faibles. Ce n'est pas péjoratif de dire cela. Plutôt que d'accepter cette cruelle réalité et de fournir aux handicapés l'aide dont ils ont besoin, on essaye de nous faire croire qu'eux aussi peuvent être comme tout le monde. Comme on veut nous faire croire que la femme est l'égale de l'homme et l'homo l'égal de l'hétéro. Ça, c'est une parenthèse qu'elle met. Et tout ça au nom de l'individualisme et du culte de soi. En réalité, beaucoup de handicapés doivent se battre, non pas pour faire du sport, mais tout simplement pour s'en sortir. Et c'est lamentable, car compte tenu de leur état, ils ne devraient pas avoir à se battre. C'est bien joli de nous montrer le handisport à la télé, mais à côté de ça, c'est la croix et la bannière pour qu'on daigne octroyer aux handicapés un misérable chèque de 100 €. Voilà. Là, nous avons la lettre d'une certaine Fanette, qui est une dame handicapée, qui dit tout ce que j'ai voulu dire, qui prouve qu'il y a des femmes très intelligentes et des femmes handicapées plus intelligentes que certains hommes valides, et parfois même de moi-même, car finalement, je crois qu'elle l'a exprimé mieux que moi. Et moi-même qui suis handicapé, je suis mal à l'aise en regardant le handisport parce que je trouve ça franchement ridicule de voir des aveugles jouer au ping-pong. Quel intérêt? Ça perd tout son sens. Il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire lorsqu'on est handicapé. Pourquoi vouloir faire en beaucoup moins bien ce que font les valides alors qu'on pourrait peut-être exceller dans d'autres domaines? Bah oui, c'est exactement la question. Petrucciani était un invalide qui était un très bon pianiste de jazz. En saut en longueur, il aurait été aussi ridicule que, effectivement, que dans le lancer de nain. Voilà. Donc, je crois que cette dame est d'accord avec moi. Maintenant, j'ai un autre qui m'écrit, qui s'appelle Jackie. Bonjour, complètement d'accord avec vous concernant ces sportifs handicapés. C'est pitoyable et effectivement l'État aurait mieux à faire en investissant dans des structures d'accueil et autres établissements. Je suis moi-même parent d'une fille handicapée mentale et je me reconnais complètement dans ce que vous exprimez. Encore merci pour vos prises de position. Donc voilà, je dis, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour faire les Jeux handisport et qui, comme spectacle et audiovisuel, ont dû rapporter un énorme pognon, j'aimerais bien savoir l'argent qui revient aux handicapés au jour le jour, aux handicapés du quotidien. Ça, c'est une vraie question que devraient poser les petits connards qui animent des associations et des sites d'handicapés qui finalement vivent sur le dos des handicapés. J'aimerais qu'ils aient le courage, puisqu'ils représentent les handicapés, de nous dire combien d'argent, de cette énorme manne commerciale sortie des Jeux handisport, combien d'argent est revenu pour les handicapés du quotidien. Si on me dit que 70% de cet argent est revenu pour que les handicapés du quotidien puissent vivre dignement et qu'on supplée aux déficiences de l'État, État-providence qui est en train d'être détruit aujourd'hui par l'oligarchie mondialiste de Wall Street, si on me dit ça, je demanderai humblement pardon. Mais pour l'instant, la question n'a jamais été posée, la réponse n'a pas été donnée, et je subodore que ce n'est pas du tout ça, car j'ai une certaine culture et une certaine habitude de l'escroquerie du monde du spectacle, et de l'escroquerie, effectivement, de certains manipulateurs envers ces soi-disant malheureux qu'on prétend servir, alors qu'on se sert d'eux, que ce soit par, effectivement, les disques qu'on envoie effectivement sur les populations qui crèvent de faim, ce qu'on appelle le charity business, qui a commencé effectivement aux États-Unis et qui renvoie aux escroqueries des Crozemarie. Le dossier qui dérange parce qu'il implique une association au but initialement très noble, l'ARC, l'association pour la recherche sur le cancer, et son patron, Jacques Crozemarie,
sont sévèrement épinglés par la Cour des comptes. Prenons un exemple. Sur 100 francs collectés auprès du public, l'ARC prétend que 76 francs vont aux chercheurs. Faux, dit la Cour des comptes, ce sont seulement 27 francs. L'ARC, en effet, considère que l'édition de brochures et de revues fait partie des fonds qui doivent aller à la recherche et à la prévention. Argument contestable, d'autant que les magistrats parlent à cette occasion de majoration de marge, de surfacturation et de commissions injustifiées. Quant à l'argent attribué aux chercheurs, dans 40% des cas, les sommes sont allouées sans que le conseil scientifique ait pu se prononcer. Je rappelle que Crozemary était juif et franc-maçon, ce qu'on dit rarement, et que c'était un escroc notoire, et qu'il a escroqué toute sa vie les gens qui donnaient de l'argent pour le cancer, et qu'il s'est fait balancer le jour où il a moins bien partagé avec les autres escrocs qui manipulait cette escroquerie. Et que malgré tout ça, il est sorti quand même de prison assez discrètement, assez facilement. Il a fini par mourir, mais qui profitait de protections incroyables. Et que nous sommes encore là, toujours face à l'escroquerie de la même communauté. Voilà. Donc ça, c'est pour finir sur le handisport. Non, j'en ai même encore quelques-unes de lettres d'un jeune Français d'origine iranienne qui est handicapé, qui me remercie pour le boulot que je fais sur le plan politique et aussi pour ce que j'ai dit sur les handicapés et qui partage totalement mon avis. Et là, il me dit... Mais ce courrier, je l'écris surtout en réaction à votre vidéo d'entretien du mois d'octobre où vous abordez la question du handicap dans le monde médiatico-sportif. J'ai moi-même un handicap moteur et depuis mon arrivée en France, j'ai eu l'occasion, dans beaucoup de centres spécialisés, de constater à quel point la société est formatée à pousser les handicapés à une rivalité handicapée valide, un peu comme Goy élu, en calquant les mêmes modèles égalitaires utilisés par les féministes et lobby gays. Bon, il n'a pas osé parler du lobby juif, lui. Et ceci pour former une pseudo-communauté encore moins légitime qu'une communauté ethnique ou religieuse. Je précise qu'aux États-Unis, il y a un lobby handicapé officiel, ce qui me semble être une aberration. Je vous remercie donc d'avoir abordé ce sujet, car même avec un handicap, le seul sport que je respecte est celui où l'homme atteint la perfection, et c'est se mentir que de dire que les personnes avec un handicap peuvent atteindre une perfection. Voilà. Bon, il veut dire que les valides, ils ne seront jamais au niveau des valides, ce qui est une évidence. Par ailleurs, je trouvais ce comportement de pousser les handicapés au sport déjà abject lors de ma scolarité, où certains professeurs d'EPS encouragent ceci et notent des élèves handicapés sans même se demander si telle ou telle chose est dans les capacités de l'élève. Ils expliquent ceci par une volonté d'intégrer les élèves handicapés dans tous les domaines avec les élèves valides. C'est aussi pour limiter les coûts et les intégrer dans la vie économique et qui rapportent du pognon. Un jeu dangereux qui tend à une affirmation par le handicap et non une affirmation par les capacités individuelles et objectives, des prémices d'un communautarisme en somme. Encore une fois, un grand merci pour votre travail au quotidien, dans l'espoir d'un jour pouvoir vous rencontrer, échanger quelques mots cordialement. Et ça, c'est une lettre d'un jeune type qui s'appelle Erfan, voilà, qui est d'origine iranienne. Donc il dit bien tout ce que je subodore et même un peu plus. Et j'ai une autre lettre que j'ai pas là, d'un type qui a une salle de sport et qui me dit que quand on intègre des handicapés dans sa salle de sport, on touche des subventions et des aides de la commune alors que ça fout la merde totalement parce qu'on peut absolument pas faire le même sport à un handicapé par invalide. Donc en fait, il y a bien la volonté globale d'intégrer les handicapés au monde des valides pour finalement ne plus que l'État-providence les assiste. C'est ça l'idée. C'est court, comme effectivement que la femme enceinte retourne au boulot le lendemain de son accouchement et qu'il n'y ait plus de congé maternité, etc. Donc ça procède bien d'une escroquerie libérale intégrale dont les sportifs handisport sont les idiots utiles, et deux, finalement, les collabos, puisque eux touchent un peu d'oseille, des sponsoring, des subventions, et un peu de staritude, puisqu'on les montre à la télé, on leur donne une petite après-midi à l'Élysée, mais tout ça pour cacher la misère des handicapés du quotidien. Donc ce sont bien des collabos et des idiots utiles, et finalement, la laideur que je ressens quand je les vois correspond quelque part chez eux à une bêtise, peut-être même à une laideur morale chez certains. Voilà. Et que je ressens d'ailleurs par l'agressivité de leur réaction. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, je sais pas quoi, qui voulait me défier dans je sais pas trop quoi. Je veux dire, non, c'est sûr que la boxe française en fauteuil roulant, je veux dire qu'un handicapé physique puisse vous menacer physiquement, alors qu'en fait, il ne se rend pas compte qu'il vit de votre générosité physique, c'est-à-dire que puisque c'est un être fragile qui vit de votre compassion, prouve à quel point le communautarisme victimaire et arrogant, piloté par qui on sait, rend ces gens-là fous, leur fait perdre la vision sérieuse de ce qu'est le monde et les met même en danger. Parce que vous imaginez bien que si les handicapés physiques se mettent à insulter les valides et à les menacer, ils sont en danger physique car ils n'ont pas les moyens de se protéger eux-mêmes et qu'en fait ils ne vivent que de la compassion économique et morale des autres. Car comme je l'ai déjà dit, dans les sociétés traditionnelles, ils sont éliminés. Il n'y a pas d'handicapés physiques dans les sociétés de la rareté.
dans les sociétés traditionnelles. Donc c'est pousser ces gens-là à ne pas comprendre quels sont leurs intérêts, à les pousser à l'arrogance et à l'agressivité qui en dernière instance les met en danger, et tout ça finalement pour des intérêts qui sont peut-être les leurs au niveau individuel, mais surtout pas les intérêts des handicapés au sens large. Donc en dernière instance, j'avais raison. Les handicapés intelligents sont d'accord avec moi, et les autres, là, les crétins qui font les cul-de-jatte qui font du son en longueur, pour moi, je les respecte à peu près autant que ceux qui acceptent de se soumettre au lancer de nains. Et finalement, vous jouez dans Fricks, et vous vous en rendez pas compte, et c'est même pas vous qui touchez le pognon derrière, quoi. Vous êtes des crétins. Voilà, vous pouvez être handicapé, bête, vulgaire, agressif, et c'est ce que je ressens quand je vous regarde faire vos numéros de Fricks. Voilà. Que si on veut lutter contre cette hostilité envers les Juifs, il faut lutter contre le sionisme, qui est une idéologie. Les deux sont indissociables. Les deux sont absolument indissociables. Alors là, je voulais, pour changer un peu, complimenter Horia Boutelja pour sa dernière vidéo, où elle commence. Je pense qu'il y a des gens qui doivent regarder mes vidéos au pire, et peut-être même elle. Elle commence à être dans l'antisionisme conséquent. Et où elle dit bien effectivement que la montée de l'antisémitisme est la conséquence mécanique et logique du comportement de l'État d'Israël, qui n'est pas séparé totalement de la question juive, puisque toutes les représentants officiels de ce qu'ils appellent la communauté juive sont sionistes. C'est la faute d'une idéologie politique qui lie le sort de tous les Juifs à Israël, qui est un État colonial, raciste, et qui commet des crimes de guerre. Et il s'agit aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, de comprendre en France que tous les Juifs ne sont pas sionistes, mais malheureusement, qui sont invités sur les plateaux de télévision? Les Juifs sionistes. Donc effectivement, les Juifs représentatifs, même si c'est un abus, c'est-à-dire étudiants juifs de France, on va reparler de M. Aziza sans doute de Radio J, c'est tous des sionistes, donc ils cautionnent la politique génocidaire, au moins sur le plan culturel, du peuple palestinien. Et donc effectivement, ça fait monter l'antisémitisme en France, parce qu'on voit que les Juifs se comportent mal en Israël, voilà, et que les Juifs français soutiennent ce comportement, et qu'ils le soutiennent au nom de leurs valeurs, qu'ils revendiquent. Nous sommes le peuple élu, les goïms, ça mérite d'être réduit en esclavage, etc., etc. Donc Horia Boutelja commence à oser faire ce que Michel Colomb n'arrive pas à faire. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait. Donc ils ont besoin de ce que Chomsky appelle dans son interview le flic de quartier. Israël, c'est ça, le flic de quartier. Il reste toujours sur la thèse Chomsky, Israël, porte-avions anglo-américain. Donc là, je lui conseille de lire la controverse de Sion de Douglas Reed, pas à Chomsky, parce que Chomsky, je pense qu'il connaît le sujet aussi bien que moi, mais à Colomb, qui effectivement, en tant que stalinien belge, a peut-être du mal à un moment donné à sortir de son jdanovisme et de son diamat un peu mécaniste, quoi, voilà, diamat pour matérialisme dialectique, au sens jdanovien du terme, pour ceux qui ont une vraie culture marxiste. Je ne suis pas sûr que Colomb en ait une, d'ailleurs. Enfin, il en a une, mais pas philosophique, à mon avis, elle est purement historique et économique. Donc Horia ose aller plus loin que Colomb et dire, effectivement, il ne faut pas que les Juifs se plaignent qu'il y ait une montée de l'antisémitisme en France, ils soutiennent Israël. Et à un moment donné, comme elle voit aujourd'hui que la communauté juive qui protégeait les Maghrébins contre les Français de souche, aujourd'hui se retourne contre eux avec le racisme anti-blanc et les envoie au casse-pipe, elle commence à comprendre ce que moi je dis depuis très longtemps. C'est que les alliances, les protections sont se retournées. Alors là, elle commence à dire, oui, il y a un contentieux entre les Maghrébins, les Français d'origine maghrébine et les Juifs séfarades, qui doivent être la moitié des Juifs de France, qui sont en fait pas des Juifs séfarades, c'est des Juifs maghrébins. Parce que les Juifs séfarades, ça renvoie à l'époque de l'Espagne, voilà, ça renvoie à ceux qui sont rentrés en France après Isabelle la catholique, etc. En fait, c'est un faux terme. Les Juifs séfarades sont en fait des Juifs maghrébins. Voilà, les Juifs arabes, quoi, je veux dire. Voilà. Et là, elle dit, effectivement, il y a un contentieux entre les Maghrébins de France et les Juifs maghrébins, parce qu'elle voit bien qu'effectivement, quand Zemmour dit les trafiquants de drogue sont majoritairement noirs et arabes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a toute une catégorie d'intellectuels juifs qui envoient un peu les Maghrébins en casse-pipe au nom de l'islamisme radical, au nom effectivement du danger de l'islam. Je rappelle d'ailleurs que tout ce qu'on reproche à l'islam vient du lévitique et du judaïsme. C'est assez drôle. Tout ce qu'il y a de brutal, d'un peu rigide, d'un peu absolutiste, et qui déplaît à Jean Solaire dans l'islam, Jean Solaire a bien noté de dire que ça vient directement du judaïsme.
et pas du catholicisme. Je veux dire, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc Ouria, effectivement, se rend compte qu'aujourd'hui, les Juifs qui s'étaient censés la protéger hier pour traiter les Français de sous-chiens, commencent à l'envoyer au casse-pipe face aux sous-chiens, c'est-à-dire qu'il y a retournement d'alliance. Donc elle dit, oui, il y a un contentieux quand même entre, elle est franco-algérienne, entre les Français d'origine algérienne et certains intellectuels juifs à cause du décret Crémieux. Le décret Crémieux qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie et qui, ce faisant, les a arrachés à leur histoire, à leur arabité et à leur berbérité. Le décret Crémieux, qui est un décret français, durant la colonisation, en a fait des Français, et quasiment des colons, chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un statut supérieur à celui des indigènes musulmans. Ça, c'est le premier facteur qui explique les conflits entre Juifs et Arabes. C'est bien d'avoir osé dire ça, mais après, il est toujours le truc, c'est que c'est un vilain député français qui l'a fait. Alors je vais aider Ouria Boutelja à se cultiver un peu plus, simplement lui rappeler qui est Monsieur Crémieux. Je vais commencer par lire un extrait de Bernanos qui en parle dans La Grande Peur des Bien-Pensants. Très bon livre de Bernanos, réédité au livre de poche et préfacé par Elie Wiesel. C'est assez drôle. Je pense qu'il ne l'a pas lu. Je pense qu'il n'a pas lu non plus La Nuit. Si on veut faire une petite plaisanterie. Il n'est sans doute pas l'auteur non plus. Donc c'est au chapitre 14. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement à Wissembourg et à Vorst, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc par décret tous les Juifs d'Algérie, qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de Français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisée qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. Voilà. Donc là, c'est pour préciser un peu à Ouria Boutelja et aux petits gars du pire, qui je pense de plus en plus vont s'intéresser à ce que j'essaie de leur apprendre pour qu'ils soient un peu moins manipulables, pour qu'ils atteignent à la véritable autonomie et qu'ils sortent réellement de l'indigénat dans lequel ils sont toujours. Hein. Voilà. Voilà ce que dit M. Bernanos de Crémieux. Et maintenant, je vais creuser un peu plus Crémieux en allant sur Wikipédia, ce que vous pouvez tous faire. Hein. Et Wikipédia, c'est pas l'extrême droite. Hein. En général, c'est du modéré. Ça en dit toujours moins que ce qu'il faudrait en savoir. Hein. Donc déjà, vous apprenez que Adolphe Crémieux s'appelait au départ Isaac Jacob Crémieux, mais qu'il a changé son prénom en Adolphe pour faire moins juif, ce qui est assez génial. C'est-à-dire que dans les années 1850, quand on voulait passer pour un bon français qu'on s'appelait Isaac Jacob, on se faisait appeler Adolphe. C'est assez drôle, hein, c'est rions contre le racisme. Donc il est né le 30 avril 1796 à Nîmes, et il est mort en 1880, je sais pas où, à Paris. Entre les deux, il a eu le temps de faire le décret Crémieux. Hein. Voilà, il n'est pas venu pour rien. Alors il était avocat, homme politique français, il a été ministre, et président du consistoire central de l'Alliance israélite universelle. C'est un universalisme, l'universalisme israélite, qui n'est pas tout à fait l'universalisme français, hein, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Il est l'auteur du décret Crémieux d'octobre 1870. Il eut un parcours illustre dans la franc-maçonnerie, voilà, et il fut l'ami de l'abbé Grégoire dont il fit l'éloge funèbre. Bon, voilà, intéressez-vous au rôle de l'abbé Grégoire aussi. Voilà. Donc voilà, Isaac Jacob Crémieux, prénommé Adolphe, effectivement, le père du décret Crémieux, il n'était pas juste un député français et un méchant sous-chien français, il était un juif, président de l'Alliance israélite universelle et franc-maçon de première bourre. Voilà. Et il n'y a pas que les Maghrébins qui se sont fait baiser dans cette histoire, il faut que Ouria Boutelja le sache, mais les sous-chiens aussi se sont bien fait avoir, parce que sans ce décret Crémieux, on n'aurait pas Bernard-Henri Lévy toute la journée sur le dos, on n'aurait peut-être pas M. Aziza, qui à mon avis, dont la famille n'est pas passée par la case Auschwitz, on n'aurait pas M. Stora, on n'aurait pas la moitié, on n'aurait pas M. Bénichou, on n'aurait pas la moitié des juifs communautaires qui se prétendent séfarades alors qu'ils sont des juifs du Maghreb, on n'aurait pas évidemment Éric Zemmour, dont les gens du pire ont beaucoup à se plaindre, ils seraient aujourd'hui des Algériens, voilà. Hein, donc il n'y a pas que Ouria Boutelja qui peut se plaindre des petites manigances de Adolphe Isaac Jacob Crémieux qui a profité de la défaite de Sedan pour en douce, alors que on était sur les prémices de la commune, faire passer une loi, lui qui était ashkénaze, pour que les juifs du Maghreb qu'il n'avait jamais vu, mais puissent devenir tous des Français du jour au lendemain.
en faisant passer une loi en douce, hein, comme quoi le tribalisme est quand même au-delà même de la race, puisque je dis racialement, les Juifs du Maghreb sont des, comme le dit très bien Shlomo Sand, des Maghrébins convertis. Les Maghrébins ont été convertis dans des tas de choses. Ils ont été convertis à l'islam, mais ils ont aussi été, n'oubliez pas qu'un des pères de l'Église, Saint-Augustin, est un Kabyle. Hein, je veux dire, pour ceux qui pensent que c'est consubstantiel d'être maghrébin et musulman. Les Maghrébins ont été convertis à des tas de choses, à l'islam à partir du 7e siècle, mais ils étaient au Maghreb bien avant. Et avant, ils ont été soumis à Rome, soumis à la chrétienté, et ils ont même, pour être certains, convertis au judaïsme, comme Éric Zemmour, hein, qui n'est français que par le décret Crémieux. Donc je comprends qu'Ouria Boutelja se plaigne de cet Adolphe Crémieux, à cause de qui elle se prend effectivement la bande à Zemmour dans la gueule, qui sont en train de les envoyer au casse-pipe en les désignant comme le problème. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup l'intelligence de réagir intelligemment, parce que quand vous êtes envoyé au casse-pipe par la toute puissante communauté organisée, vous arrêtez de traiter les Français de sous-chiens, parce que sinon vous êtes pris en sandwich. C'est peut-être pour ça qu'elle commence à réfléchir à ce qu'Alain Soral essaie de lui expliquer. Hein, que c'est peut-être le racisme anti-goy contre lequel il faut lutter, et pas d'opposer le racisme anti-blanc au racisme anti-maghrébin piloté par les mêmes. Hein. Vous voyez, là, j'ai démontré tout ça, voilà. Donc Adolphe Crémieux, pour ceux qui veulent s'intéresser, les gens du pire, allez un peu sur... regardez mes vidéos, puis allez sur Wikipédia et instruisez-vous. Adolphe Crémieux, de son vrai nom Isaac Jacob, est celui qui a permis effectivement à tous les juifs séfarades les plus sionistes aujourd'hui qu'il y a en France, les plus haineux, dont effectivement celui qu'on voyait tout à l'heure à la télé encore, là, Enrico Lachias, là, qu'on nous impose le dimanche après-midi, voilà, sioniste inconditionnel, on le vérifiera, qui a dit qu'il serait prêt à mourir pour Israël. Fais-le Enrico, n'hésite pas. Voilà, tous ces gens-là ne seraient pas français, et nous les Français de souche, ne les subirions pas, leurs injures, leur agressivité, leur mépris, leur haine, toute la journée, s'il n'y avait pas eu le décret Crémieux. Donc, et Ouria et moi sommes les victimes du même Crémieux. Voilà. Donc c'est pour qu'elles comprennent que son concept de sous-chien n'est absolument pas valide d'un point de vue historique, et très maladroit d'un point de vue stratégique. Voilà. Et je pense qu'elle commence à le comprendre. Voilà.